Il y a une place. Il y a une place là. Bonsoir, bienvenue à cette projection exceptionnelle de Fox-Fire, professionnellement du film. On est très heureux de recevoir Laurent Cantet qui vient, je crois, depuis, pour toutes les sorties de ce film. Et à ce fidèle Homéliès, je vous laisse présenter cette séance un peu particulière du coup. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est une séance un petit peu particulière. Effectivement, c'est vrai que le Méliès, pour moi, c'est un lieu, d'abord, le lieu où je viens plusieurs fois par semaine, parfois, pour donc c'est mon cinéma. C'est vrai que les conditions aujourd'hui sont étranges parce que, comme vous le savez certainement, la personne qui m'a invité à faire ce débat, qui était donc Stéphane Boudin, n'est pas là. Et voilà, pour donner un peu mon sentiment publiquement sur le fonctionnement de ce cinéma que j'aime et qui me semble être assez exemplaire. J'ai décidé de ne pas faire de débat dans la mesure où celui qui n'est invité n'est pas là pour comme ça s'est déjà fait dans le passé, par contre je serai certainement au bar du marché pour en parler avec ceux qui ont envie de le faire. Voilà, donc j'espère que vous allez aimer, évidemment, et puis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Salut. Commencer par la question la plus banale qui soit, qui est quand même de savoir comment tu es arrivé sur ce projet-là et sur ce livre-là, et sur l'idée d'aller tourner dans ce pays-là, qui ne t'était pas entièrement familier dans les films antérieurs. Moi, ça a commencé par juste un coup de cœur en lisant le livre. Une copine me l'a offert pour mon anniversaire. J'étais en train de monter entre les murs. Je pense que j'étais encore porté par toute cette bande d'adolescents avec qui j'avais passé quand même une année géniale. J'avais senti aussi comment ils avaient porté le film par leur énergie, et puis l'idée de me retrouver dans un contexte un peu similaire, je pense que ça m'a motivé dès le départ. Après, j'ai essayé pendant un certain temps d'échapper à cette envie, parce que je sentais bien que justement ça allait être compliqué, tourner loin de la France, parce que pour moi il était évident que cette histoire était américaine et que j'aurais du mal à la transposer, même si on a essayé de le faire à un moment quand on écrivait très rapidement. J'ai essayé d'écrire d'autres débuts de projet, et puis à chaque fois je les déchirais et Fox-Fire s'imposait un peu plus. Aller revoir aussi comment l'adolescence et comment une conscience est en train de se mettre en place et se construit progressivement. Il y avait l'idée de la résistance à toutes les violences qui leur sont faites et qui me semblaient aussi intéressantes. Voilà, cette convergence d'éléments a fait que j'ai eu envie de m'y frotter finalement. Moi je pense qu'un des intérêts que j'ai trouvé aussi au livre, c'est que je trouvais que c'était l'analyse du fonctionnement d'un groupe et d'un groupuscule. Et je trouve qu'il y a des éléments très représentatifs de ce que je peux entendre de tous les gens que j'ai pu rencontrer. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce vieillard. Il a un visage absolument magnifique. Il est rayonnant. C'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'attachement et à qui je pense le film doit, moi la phrase qui me touche le plus, on ne peut plus parler d'une chose, c'est du bonheur, dans les États-Unis du bonheur. Oui, ça c'est et je pense que c'est effectivement une des raisons de sa présence aussi, c'est dénoncer cette espèce d'injonction au bonheur qui est une espèce aussi d'anesthésie générale. Tout à fait. Soyez heureux, vous êtes heureux, et donc fermez-la, quoi.
et son apologie de la lutte et du bonheur qui est dans l'action, qui est du coup en totale opposition avec l'idée de ce bonheur imposé et soi-disant généralisé me semblait très fort. Ça tirade sur le bonheur d'agir. Ça, c'est important. Oui. Je voudrais que les jeunes saisissent le sel qu'il y a là-dedans. Parce qu'il n'y a pas de bonheur sans action et réaction. Et on voit cet homme, moi je l'ai adoré. J'avais pas envie qu'on se dise que c'était une histoire des années 50 parce que j'ai l'impression que les questions brassées à l'époque sont malheureusement peut-être pour beaucoup encore d'actualité. Et que j'espère aussi que les réactions des filles touchent à quelque chose d'un petit peu universel et qui donc devait échapper à la datation trop précise. C'est vrai que j'espère que la musique et peut-être aussi la façon de filmer nous éloigne d'un film d'époque pur et simple. Frappant par ailleurs dans la fin du film, c'est le traitement très elliptique de la fin de la prise d'otage. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as pensé, mise en scène, cette évacuation des filles, cet accident? Avec la coupure du journal. La fin, on la connaît Oui, au début. d'abord avec l'annonce de la coupure du journal, puis avec le départ précipité. Alors, je pense que c'est quelque chose qui s'est décidé d'abord à l'écriture parce qu'on avait le sentiment qu'on était finalement dans une phase assez connue, enfin assez banale presque, un enlèvement, alors on avait le sentiment qu'on repassait par des étapes qu'on n'avait pas besoin de montrer pour qu'on saisisse tout à fait ce qui était en train de se jouer. Après, il y avait aussi le côté très fulgurant des scènes qui m'intéressaient, c'est-à-dire le visage de Kellogg comme ça qui arrive en gros plan sur un fond noir et qu'on a du mal à reconnaître tellement il a déjà perdu toute la dignité qu'il essayait d'avoir avant, me semblait suffisant pour dire autant de choses que 5 scènes qui auraient décrit les mécanismes du truc. Et puis au montage on a aussi raccourci tout ça. On l'a aussi raccourci, mais je ne sais même pas, il y a plein de choses, moi j'ai souvent du mal à dire pourquoi on l'a fait. Je sens qu'à ce moment-là on avait besoin de ce rythme-là, mais je n'arrive pas vraiment à me rappeler comment on est arrivé à ça. Ça veut dire que tu avais filmé l'arrivée des secours, l'évacuation du type? Non, ça c'est sûr que pour moi il était important de rester avec les filles, toujours dans leur point de vue, dans leur fuite, dans leur ignorance aussi de ce qui se passe derrière elles finalement, parce que ils ne savent pas du tout si Kellogg est mort ou pas, enfin, et nous on le sait pas non plus. Et puis c'est vrai que le film a toujours essayé d'endosser leur point de vue, même quand parfois c'était un peu dur, même quand il y avait de la justice dans le regard qu'elle portait sur les gens. Là, ça renvoie à d'autres films que tu as pu faire et qui montrent cette espèce de tension entre le désir et la morale, pour dire un peu. C'est très bien dit. Ouais, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Salut jeune homme. Ben, bravo. J'espère qu'on va te revoir. Oui, oui, moi aussi, oui. Parce qu'il y en a ras-le-bol des conneries. Merci d'être venu l'assister. Je l'ai dit, moi il y a deux choses que je trouve sidérantes dans le film. Premièrement, il y a pour moi deux tensions esthétiques différentes et qui devraient ne pas marcher. C'est-à-dire que c'est lié à ce que tu exposais sur la reconstitution des années 50, l'image stéréotypée qu'on peut en avoir au cinéma, jusque dans le cinéma contemporain. Il y a quelque chose qui pourrait être comme ça figé, un peu très cadré, très posé, et en fait ton style d'une certaine façon respecte ce rapport au décor, ce rapport à la reconstitution historique, et en même temps le bouscule fondamentalement, puisqu'il y a aussi une vraie volonté de montrer cette énergie commune, cette façon de faire corps, voilà. Et c'est cette jonction de ces deux tendances-là à l'intérieur d'un même film
je vois pas qui d'autre aurait pu la réussir de façon aussi efficace pour le spectateur, et voilà. Donc pour moi, ça participe d'une espèce de petit miracle qui arrive pour que le film arrive à réunir ces deux tensions-là, l'énergie du groupe jusqu'à la fusion qui est parfois vraiment mise en scène. Je pense aux têtes qui se rapprochent, je pense à cette très belle scène de l'alcool sur le tatouage par exemple, où il y a un vrai truc d'une fluidité formidable entre les acteurs, mais qui du coup rend compte de cette unité du groupe là. Voilà. Et donc déjà ça pour moi c'est assez étonnant. Et puis ensuite il y a quelque chose qu'on évoquait tout à l'heure ensemble qui est l'écriture du mouvement du film, compte tenu du risque pris par l'effet produit sur le spectateur de l'éloignement du leader. Le film devrait ou pourrait se casser totalement la gueule à ce moment-là, en se disant, bon, voilà, elle est éloignée, tout ça, le film est fini, quoi. Enfin, voilà, on a eu une première expérience du groupe, une construction de la communauté, mais à partir du moment où le leader s'en va, ça peut vraiment se briser là. Voilà. Et tout à coup que le film trouve l'énergie, là encore, de rebondir pour reconstituer une seconde expérience dont on sait tous intuitivement qu'elle ne va pas répéter la première, qu'elle sera forcément déceptive, décalée, ailleurs, mais qu'il retrouve un souffle dans cette seconde partie après la sortie de prison, enfin cette expérience comme ça d'extraterritorialité par rapport au groupe, moi me paraît quelque chose d'extrêmement beau et romanesque. Enfin. Je pense que ça vient du fait que je fais confiance autant au groupe qu'au chef. C'est-à-dire que quand le chef n'est pas là, le groupe continue. Moi, j'ai pas le sentiment qu'il y ait une rupture J'ai l'impression que l'attente des filles. Enfin, m'a dit la scène de la lettre où on lit cette lettre et l'impatience à retrouver me semble être aussi une manifestation de l'aigle, quoi. Enfin, pour moi l'aigle est toujours là, quoi. Et en même temps la réaction c'est pas elle, quoi. C'est-à-dire que la lettre est tellement banale que du coup elle n'est pas là et justement c'est déceptif, et du coup pour le spectateur il y a quand même aussi un effet d'attente, de se dire quand est-ce qu'elle reforme une communauté parce qu'on se sent avec elle vraiment encore à ce moment-là. Oui. Une conclusion? C'était bien. C'est bien. Merci Laurent d'être venu.